avocat au barreau de Paris. J'ai donc été co-désigné en fin juin, début juillet de cette année 2025 pour être l'avocat français de Christophe Glaise, qui est à ce jour le seul journaliste français détenu dans un pays étranger. J'ai été désigné aux côtés de mon confrère Amirouche Bakouri, avocat au barreau de Béjaïa, qui est donc l'avocat algérien de Christophe Glaise, étant précisé que l'un et l'autre nous avons été désignés après un jugement de première instance qui a condamné Christophe Glaise à 7 ans de réclusion criminelle au motif soi-disant d'apologie de terrorisme et de détention de documents à des fins de propagande pour nuire à l'État algérien. C'est la qualification pénale qui a été retenue par l'accusation contre lui. Alors très brièvement, Christophe est arrivé en Algérie en 2024 pour mener à bien 3 reportages qui lui avaient été commandés par le magazine SoFoot. Christophe Glaise est un journaliste sportif spécialisé dans le foot et qui connaît très bien l'Afrique. Beaucoup de ses articles, ça fait 12-13 ans qu'il est journaliste, sont consacrés au football africain, à des joueurs africains, à des clubs africains. Pas seulement, il a fait d'autres reportages qui lui ont valu une certaine notoriété. Mais là, en l'occurrence, il allait en Algérie pour mener à bien ces reportages, et en particulier l'un d'entre eux qui était consacré à la jeunesse sportive kabyle, la JSK comme on l'appelle là-bas. Ce nom ne peut ne rien dire à un grand nombre de personnes, mais c'est le club algérien le plus fameux, et c'est par exemple un club qui a gagné la Ligue des champions africaine à 2 reprises. C'est un club historique et qui a une grande histoire, et qui a une histoire aussi qui est intéressante, qui est très lié à la Kabylie et qui, d'une certaine façon, incarne la Kabylie et l'identité kabyle. Et c'est un point qui est important, puisque l'on reproche à Christophe Glaise d'avoir rencontré 1 ou 2 dirigeants de la jeunesse sportive kabyle et qui, par ailleurs, auraient été des dirigeants du MAK. Le MAK, c'est le mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie. Or, ce mouvement est considéré par le pouvoir algérien depuis février 2021 comme une organisation terroriste. Donc la question que pose ce procès, c'est celui du travail d'un journaliste, du secret des sources, mais aussi de savoir si, parce que j'interviewe un tel ou un tel, comme journaliste, je vais pour autant adhérer aux thèses, à la cause, aux idées de l'intéressé. Je fais un parallèle pour que les choses soient tout à fait claires, notamment avec la profession d'avocat, par exemple. Est-ce qu'un avocat défendant un homme accusé de viol défend le viol ou défend l'homme qui lui a confié la défense de ses intérêts? Si l'on va sur le métier de journaliste, un journaliste qui ferait un reportage sur des clubs de foot basques comme la Real Sociedad ou l'Athletic Bilbao, qui sont très insérés dans le Pays basque et qui portent des valeurs identitaires, qui ne sont pas forcément autonomistes et séparatistes, mais qui pour autant militent pour la singularité du Pays basque, est-ce que pour autant ce journaliste serait convaincu de propager, par exemple, les thèses ou les combats de l'ETA? La réponse est non, évidemment. Un journaliste qui ferait un reportage sur le club de foot de Naples, forcément s'intéresserait à Maradona et forcément s'intéresserait aux liens supposés de Maradona avec la mafia napolitaine qui s'appelle la Camorra. Est-ce que pour autant ce journaliste serait suspect d'avoir cherché à rentrer en relation avec des narcotrafiquants ou à faire du deal? Enfin bon, tout ça est grotesque, mais pour autant, lorsque Christophe s'est retrouvé sur le terrain d'entraînement de la JS Kabylie, il a été interpellé, il a été interrogé par les services de police qui ont gardé son ordinateur et son téléphone. Il est allé quelques jours à l'ambassade de France à Alger, il est revenu, et à ce moment-là, il a été à nouveau placé en garde à vue, il a été présenté devant un juge d'instruction, et il a été
mis en examen pour les qualifications pénales que je rappelais tout à l'heure d'apologie du terrorisme et de propagande à des fins de déstabilisation de l'État algérien. J'ouvre une parenthèse parce qu'il faut dire les choses telles qu'elles sont et ne pas nier, sinon une difficulté, en tout cas une réalité. Lorsque Christophe est entré sur le territoire algérien comme journaliste pour faire son boulot de journaliste, il a demandé un visa de touriste. Il n'a pas demandé un visa professionnel. Et sa méthodologie est celle de tout journaliste. Et comme il l'a dit au procès, à chaque fois que je vais dans des pays où il y a un contrôle policier, j'interviens toujours sous couvert d'un visa touristique parce que dès qu'on se signale comme journaliste dans ces pays-là, immédiatement, on attire l'attention des services de sécurité, immédiatement on va être contrôlé et on ne va pas pouvoir faire son boulot de journaliste en toute liberté. Donc il est clair que Christophe Glaise n'a pas respecté la loi algérienne s'agissant des conditions d'entrée et de séjour. Mais cette loi algérienne, elle prévoit une peine d'amende lorsque l'on ne respecte pas l'obtention du visa pertinent, et on vous colle la peine d'amende, on vous met dans un avion et on vous renvoie. On ne vous met pas dans une prison comme ça a été le cas. Donc, il a été assigné à résidence pendant quasiment 1 an, c'est-à-dire qu'il devait pointer matin et soir. Interdiction de sortir du territoire algérien. Il a été jugé par le tribunal de Tizi Ouzou en juin, et là, catastrophe. Contrairement à ce qui avait pu être annoncé, il n'a pas été remis dans un avion, ce qui aurait dû déjà être le cas bien des mois auparavant. Il a été condamné à 7 ans et il est parti, comme l'on dit, trivialement, en tôle. Il était en détention depuis quasiment maintenant presque 6 mois. Et donc, Christophe, sa famille, ont décidé de changer d'avocat. Et c'est ainsi que j'ai été désigné et que mon confrère Amirouche Bakouri a été désigné. Il est bien évident qu'un avocat français ne va pas apprendre à des juristes algériens, à des magistrats algériens, ce qu'est la loi algérienne, la loi pénale algérienne. Et moi, mon boulot, mon travail, c'était de servir d'interface avec la famille, de prendre les renseignements auprès de mon confrère algérien et d'imaginer, d'élaborer une stratégie de défense, y compris avec le comité de soutien qui s'est créé pour défendre Christophe Glaise, notamment après la première condamnation. Ce qui m'a amené à demander un visa professionnel. Visa professionnel qui m'a été accordé pour un délai d'1 mois avec une entrée unique. Donc le procès d'appel était fixé le 3 décembre 2025. J'ai pu avoir accès au dossier par l'intermédiaire de mon confrère et en connaissance de cause par les autorités algériennes 1 mois auparavant, c'est ce qui est fixé par le code de procédure algérien. On a pu se rencontrer avec mon confrère algérien qui est venu à mon cabinet. On a travaillé ensemble pendant 3 jours. Et ensuite, j'ai pu rendre visite à Christophe dans sa prison de Tizi Ouzou. Donc j'ai eu un permis de communiquer et j'ai pu le voir le lundi et le mardi qui précédaient le procès, toujours pour le préparer et faire en sorte que les choses se passent normalement. Le mercredi, l'audience a démarré à 9h. Pour mémoire, le procès concernant, et je ne veux pas faire de parallèle entre les 2 dossiers, parce qu'il n'y a pas de parallèle à faire, c'est 2 affaires totalement distinctes, qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Le procès en appel de Boualem Sansal a duré 14 minutes. Christophe Glaise a eu une audience qui a démarré à 9h, et en additionnant les 2 suspensions de 50 minutes au total, le procès s'est terminé à 17h15 et le verdict a été prononcé à 18h30. Tous les éléments qui étaient retenus par l'accusation ont pu être examinés. Christophe a été interrogé et a répondu. Petite particularité procédurale, c'est que en France, on ne peut plaider devant les juridictions françaises qu'en français. C'est l'ordonnance de Villers-Cotterêts, il n'y a pas de possibilité de s'exprimer autrement qu'en français. En Algérie, c'est en arabe. Je ne parle pas l'arabe.
Pour autant, le parquet général et le président m'avaient dit que je pourrais poser des questions en français et qu'elles seraient traduites en arabe. Christophe Glaise répondrait en français, ce serait traduit en arabe, et que si je voulais plaider, il fallait qu'il y ait un traducteur-interprète. Ou que mon confrère Amirouche Bakouri, en quelque sorte, lise ma plaidoirie si je l'avais écrite. Le procès s'est déroulé de telle façon que j'ai pu poser mes questions en français sans qu'elles soient traduites, que Christophe a répondu en français sans qu'elles soient traduites, et j'ai pu plaider en français, à ma surprise, à ma grande surprise, sans que ça soit traduit. Et c'est la première fois, c'est pas un motif de gloriole, ou c'est pas un exercice narcissique que je fais, mais c'est la première fois dans l'histoire judiciaire algérienne qu'un avocat, après l'indépendance, qu'un avocat peut s'exprimer, en l'occurrence moi en français, pour plaider dans une autre langue. Donc évidemment, j'ai pu plaider comme je l'aurais fait devant une juridiction française, avec la spontanéité, l'intensité que l'on met dans ce type d'action de défense pour un avocat pénaliste. Sur ce procès, ce que l'on peut dire aussi, c'est que tous les observateurs et toutes les observatrices dans la salle d'audience, parce qu'il y avait beaucoup de membres des services de sécurité, mais il y avait aussi, comme ça arrive souvent dans ce qu'on appelle les grands procès, il y avait beaucoup d'avocats et d'avocates algériens qui étaient là, venant de divers barreaux, et qui étaient là par intérêt professionnel. Tous et toutes nous ont dit, après les réponses aux questions qui ont été apportées par Christophe, après nos plaidoiries, que nous allions obtenir un résultat très satisfaisant, parce que le dossier avait explosé en plein vol, que les charges mises en avant par l'accusation étaient réduites à néant, étaient réduites en cendres. Et donc, en restant prudents, nous étions très optimistes et très confiants, puisque l'audience avait mis en évidence de façon incontestable la vacuité des charges et l'inexistence même des charges. Et la cour d'appel de Tizi Ouzou est revenue avec un jugement de confirmation, étant précisé que M. le procureur général avait requis une peine de 10 ans, comme il l'avait fait en première instance pour son homologue, et c'est finalement 7 ans qui ont été prononcés. Donc, la décision qui a été rendue est, de notre point de vue, une décision qui, au-delà de la formule habituelle des avocats qui sont déçus, qui n'est pas fondée en droit et en fait, mais je vais aller plus loin, comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire, cette décision n'a pas été prise par les magistrats de la cour d'appel, ou plus exactement, pendant le délibéré, ils ont reçu des instructions, et ces instructions, elles ne venaient pas du palais de justice de Tizi Ouzou, elles venaient certainement de bien plus haut. Et de notre point de vue, Christophe Glaise, et je me refusais à dire cela avant, j'ai toujours refusé la formulation, l'appellation d'otage, parce que ce que je constatais, à mon petit niveau, c'est que j'avais accès au dossier, il avait accès à ses avocats, il pouvait communiquer avec sa famille qui a eu des permis de communiquer, sa compagne, ses parents, son frère, et un otage n'a pas accès à son dossier, n'a pas accès aux avocats, ne voit pas sa famille. Et ce n'était pas le cas de figure de Christophe. J'ai changé d'avis après le verdict, non pas avec amertume, mais tout simplement parce que j'avais eu la démonstration devant moi que la décision qui avait été prise n'était plus une décision judiciaire, mais une décision politique. Et donc je considère aujourd'hui, nous sommes le 15 décembre, que Christophe Glaise a été pris en otage, est une monnaie d'échange pour le pouvoir algérien. Je ne sais pas quel échange, moi je suis pas au Quai d'Orsay, je ne suis pas à l'Élysée, je ne suis pas à Matignon, dans ces relations très compliquées entre la France et l'Algérie. Donc aujourd'hui, sa mère, Sylvie Goulard, a demandé sa grâce au président Tebboune. Cette lettre, cette demande est sur le bureau du président algérien Tebboune. Nous, de notre côté, nous avons, dans le délai imparti de 8 jours, introduit un recours en cassation. Mais ce n'est pas pour relancer un processus judiciaire, on n'y croit absolument pas, mais c'est pour
permettre d'une part qu'il puisse continuer à voir son avocat algérien quand il le veut, puisque le permis de communiquer perdure tant qu'il y a une procédure judiciaire en cours, et aussi, et ce n'est pas négligeable, Christophe Glaise, et c'est important pour lui psychologique, ne veut pas qu'il soit dit qu'il admet sa culpabilité en acceptant la décision, car il considère qu'il est en prison alors qu'il n'a fait que son métier, et il l'a dit haut et fort à ses juges algériens, et je le redis, il n'a pas violé la déontologie journalistique, il n'a pas commis la moindre infraction. Donc voilà, le dossier se présente ainsi.